bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau récap de Dynamite CWJ pour Squash FM. Et on se retrouve pour un nouveau show, un nouveau Dynamite à la 2300 Arena du côté de Philadelphie. Devant un petit peu plus de 900 personnes, l'arène, l'arène avait l'air bien pleine. Et l'ambiance était plutôt sympa. En tout cas, comme c'est des petites arènes, c'est vrai que ça a ce côté très... ça résonne énormément. Et du coup, c'était assez sympa à suivre, en tout cas au niveau du public. Et pour le show, qui était plutôt sympa, juste après Forbidden Door, qui était un très bon show, on était sur place avec l'autre moitié de Squash FM, Sofiane, et on a pu rencontrer les sauveurs et quelques autres Français sur place. C'était assez cool. Je sais pas si on fera quelque chose pour en parler plus, mais ouais, ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de récap de Dynamite la semaine dernière. Il n'y a pas eu trop le temps, malheureusement, de l'enregistrer, etc. Mais donc, on se retrouve dès cette semaine. On a zappé une petite semaine, mais on se retrouve très vite. Et donc, juste après, on a eu, donc, cette intro, on a eu un petit segment avec FTR qui arrive sur le ring, donc il se plaigne de ne pas avoir gagné à Forbidden Door, concrètement. Voilà, en parlant des interventions de Ricochet, etc., donc de ce qui s'est passé. Et donc, qui devraient être actuellement les champions par équipe. On pouvait s'en douter, ils sont interrompus par Cop et Christian. Je sais plus comment ils ont appelé l'équipe, je crois que c'est INC, un truc comme ça. CNC, quelque chose comme ça, c'est... Pourquoi pas. En tout cas, ils s'en prennent directement à FTR. Et on annonce assez vite, du coup, Cop et Christian qui affronteront FTR à Toronto. C'était le match qui était écrit depuis pas mal de temps. Euh, tout le monde savait que le match allait arriver depuis des mois. Je trouve que c'est assez appréciable la façon dont ça a été fait. Parce que moi, ce qui me faisait peur, c'était ce côté d'avoir Christian qui tournait face et du coup perd un petit peu l'intérêt de Christian là-dessus. Surtout que je trouvais que la run de Cope du côté de l'élite, c'est pas non plus incroyable. Donc j'avais un peu peur qu'on perde à ce niveau-là. Mais FTR, ils font un super taf. C'est super heal actuellement. Et Christian, il a ce côté-là où il a réussi à tourner face auprès du public tout en regardant ce personnage d'enfoiré qui fonctionne super bien. Donc je suis étonnamment bien surpris par comment ça a été tourné. Et ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui est fait autour de ce match-là et je suis très curieux d'y être. Maintenant, le build sur les prochaines semaines, ça, c'est ce qui va aussi influer sur le fait de est-ce que ça va déjà me lasser avant même que ça n'arrive ou est-ce que ça va continuer de me hyper. C'est pas un match qui a besoin d'être énormément accompagné non plus. Donc j'espère que ils se feront pas des casses. D'ailleurs, on enchaîne avec Moxie Daniel Garcia. C'était un plutôt bon match. Moi, j'ai bien aimé. Moi, Daniel Garcia, c'est un catcheur que j'aime plutôt bien. Même si je trouve qu'il a quand même. On sent qu'il est encore très perfectible. C'est normal, c'est pas un vieux catcheur non plus. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je pense que Daniel Garcia, c'est un catcheur qui profiterait énormément juste d'aller voir un peu ailleurs. Et moi, je pense que si. Bon, on sait qu'il a prolongé, il me semble, l'année dernière, je crois, Daniel Garcia. Mais s'il y a une fin de contrat qui arrive pour Daniel Garcia, je pense que le mieux pour lui aujourd'hui serait qu'il ne prolonge pas avec All Elite. Pas forcément pour signer chez WWE, mais peut-être juste pour aller faire d'autres choses. Parce que je pense que le problème, pour moi, le problème de l'élite, et vous m'avez déjà entendu le dire plusieurs fois sur la chaîne, c'est que ça bosse pas assez. Il n'y a pas assez de matchs à l'année pour les catcheurs de l'élite. Et je pense que pour des catcheurs comme Daniel Garcia, qui visiblement vont un peu moins sur le circuit indépendant à gauche à droite, je serait bien de leur forcer la main et soit les garder sous contrat, mais juste de les envoyer en excursion ailleurs, ou alors les peut-être le laisser partir, peut-être pour revenir plus tard, etc. Mais j'ai un peu peur que le Daniel Garcia là qui a affronté ce John Moxley là, et ce soit le plafond de Garcia aujourd'hui. Et je sais pas si c'est vraiment le cas. J'en ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'on est dans un des top matchs de Daniel Garcia. Et ça reste Moxley qui porte le tout, parce que Moxley est excellent. Le match est bon, mais on manque un petit truc. Et pourtant, Garcia, il fonctionne bien dans ce truc du face combatif, etc. En plus, le public fonctionne bien avec lui, ça part bien. Mais je sais pas, il n'y a pas ce côté, on sent que ça va devenir une star. Et j'ai l'impression pour moi qu'on bloque à ce plafond-là du mec combatif, mais qui perd contre les gros. Et d'ailleurs, après, Moxley va avoir une petite discussion avec Daniel Garcia
Est-ce que c'est pour potentiellement un recrutement chez les Death Riders ou quelque chose? Je sais pas. Mais il y a une petite discussion après, en dehors du ring, qui se fait après le match, après la victoire de Moxley. Curieux de voir où ça peut mener. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on sait pas trop quoi faire avec Daniel Garcia. Il serait peut-être temps à un moment de foncer dans un truc. De foncer dans un truc avec lui et d'arrêter de commencer à tenter, refaire marche arrière, de faire des trucs à gauche à droite. Et je pense qu'il serait temps de lui donner une direction claire et de partir à fond dessus. Après le match, on a Wheeler Yuta qui fait une petite promo. Voilà, je sais même plus trop ce qu'il dit. De toute façon, il est là pour prendre de la hit. C'est pas très très important ce qu'il dit à ce moment-là. Surtout ce qui est important là-dedans, c'est qu'il se fait interrompre par Hook, qui fait officiellement son retour. On l'avait déjà vu faire un petit coucou du côté de Samoa Joe et de The Ops pour leur dire bon bah voilà, je suis plus copain avec vous. On a vu les teasings sur les dernières semaines et là je pense qu'il est officiellement cleared. Et du coup petit retour où il se prend Wheeler Utah. Bah pourquoi pas. Hooks il est, je suis curieux de voir où il est. Moi je trouve que c'est a la possibilité d'être un bon catcheur. Je suis assez curieux de voir où est-ce que ça va aller avec lui. Contre Wheeler Utah, contre les Death Riders, pourquoi pas. Surtout contre Wheeler Utah, je pense que c'est un bon adversaire pour se remettre d'aplomb parce que tout le monde déteste Utah. Donc ça permet de se positionner facilement en face, de prendre facilement de la pop. Et c'est un bon premier adversaire de retour pour se positionner sur la carte, je trouve. On enchaîne assez vite derrière avec Krista Thunder et Harley Cameron contre Megan May et Penelope Ford. Donc victoire de Stat et Cameron dans un match de milieu de carte qui est sympa sans plus. Il se passe pas énormément de choses incroyables. C'est cool de revoir Harley Cameron sur les rings parce qu'elle fonctionne bien. Elle clique facilement avec le public. Pareil, j'ai du mal à comprendre ce qui se cale autour de Statlander actuellement. Parce qu'on a, ça s'est un peu dirigé vers les Death Riders. Là, on a dirigé vers une équipe avec Harley Cameron. On n'a toujours pas de titre par équipe. Donc, c'est une division pour l'instant qui ne fait rien. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on se dirige juste vers une alliance Statlander-Cameron pour faire du programme d'attente pour Statlander? Au final, est-ce qu'il va quand même se passer quelque chose pour les Death Riders? Parfois, c'est des petits trucs comme ça chez All Elite où j'ai l'impression que les choses elles traînent beaucoup. Parce qu'ils ont peut-être une envie de faire quelque chose et ils se retiennent de le faire. Peut-être parce qu'ils ont peur que ça plaise pas ou quoi. Et ils changent d'avis en cours de route, donc je sais pas. Parfois, j'aimerais bien qu'ils s'accélèrent un petit peu sur certains trucs en se disant bon, bah c'est bon, c'est le moment où on essaye, et puis au pire, ça rate. On a le droit de rater et de changer d'avis après. Mais j'ai l'impression qu'ils se mettent juste l'orteil dans l'eau, et au final, ils relâchent vite en se disant ah non, c'est trop froid, on n'y va pas. Donc, ouais, je trouve que parfois ils committent pas assez sur leurs idées. On verra plus tard, mais pourquoi pas. Du coup, Megan Bayne, après le match, attaque Statlander, qui arrive à faire un comeback, etc. Ça commence à bien partir. Et c'est l'arrivée de Willow qui sauve Megan Bayne, sans faire exprès. Ok, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se raconte là-dessus. Soit un rapprochement Statlander-Willow, peut-être un turn de Willow. Est-ce que c'est Willow qui rejoindrait Death Riders finalement? Je sais pas. Moi, tant qu'il y a Willow, ça me va. Willow Statlander sur mon écran de télévision à Dynamite. Écoutez, si on arrive à me trouver un programme qui fait qu'on peut les regarder régulièrement catcher sur le ring, moi, ça peut m'aller parfaitement. Ensuite, on a la célébration de Mercedes Moné El Nuebe, qui annonce voilà, qu'elle veut un 10e titre. Elle trash talk Windsor, qui je pense va être sa prochaine adversaire en 1 contre 1. Donc, pour un futur match, pourquoi pas. J'en parle un petit peu, c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais bon, vu que c'est la manière de faire de l'élite, allons-y. Mais j'en parle dans la dernière preview, dans la dernière review plutôt. C'est pas comme ça que j'apprécie que les talents soient built et dès leur arrivée qu'ils aillent trop vite. Après, bon, c'est pourquoi pas. Ça va être un bon match, dans tous les cas. Ça va être sympa, mais surtout pour la suite, souvent, où c'est difficile de réatterrir dans la foulée, surtout si du coup tu perds contre Mercedes. Donc, je suis
pour le coup, je suis pas trop curieux, je suis plus méfiant de ce qui va se passer pour Alex Windsor. C'est pas une catcheuse qui clique particulièrement avec moi, donc à la limite, c'est pas celle qui me dérange le plus de voir partir, enfin de voir un petit peu échouer dans la tâche. Mais ouais, c'est pas un match que j'attends particulièrement. On va voir où ça nous mène. Je me laisse embarquer si ça me plaît et je me laisserai pas embarquer si ça me plaît pas. Pour le coup, c'est là ma décision est assez facile. Et, étonnamment, segment qui se termine sans rien. Je m'attendais à une intervention à quelqu'un qui vienne interrompre Mercedes. Au final, rien du tout. Elle termine son truc normalement, avec son petit trash talk en disant qu'elle veut un 10e titre. Et ben pourquoi pas. Prends tous les titres que tu veux, Merco. Marc Briscoe, qui nous présente un nouveau bébé Briscoe, le 17e, visiblement. Il reparle encore de MJF, il parle de sa intervention à Forbidden Door, voilà, qui voulait pas que MJF gagne de cette façon. Et du coup, MJF qui lui disait qu'il n'arrivait pas à gagner les gros matchs, et bah au final, il dit bon bah il a peut-être raison, donc je vais essayer quelque chose, je défie Kyle Fletcher pour le TNT, pour montrer que je suis capable de gagner les matchs qui comptent. Bon alors du coup il va le perdre, c'est le match qui compte. Euh, mais pourquoi pas? Si ça permet de sortir enfin du Briscoe MJF qui dure depuis une éternité, moi ça me va. Ça va être un match sympa. Et puis bon, bah, ça permettra d'asseoir un petit peu le règne de Cal Fletcher avec un match qui peut être cool à voir. Don Callis, qui se présente avec Wardlow, du coup, pour officialiser l'alliance Wardlow-Don Callis Family. Wardlow qui a fait son retour à Forbidden Door en attaquant Swerve. Et donc, il vient juste pour introduire son équipe pour le match à venir. Hechicero, Josh Alexander, Konosuke Takeshita et Kazuchika Okada. D'ailleurs, dès l'entrée, petite tension entre Okada et Takeshita. Et des tensions qui continuent pendant le match. Don Callis Family qui affronte Jet Speed et Brodido. Donc, pendant le match, il y aura encore des tensions contre Takeshita Okada. J'en avais déjà parlé, je crois que c'était dans une review Squash FM avec du dernier All-In, où je pensais que Takeshita serait probablement un des prochains à faire un turn, un face turn, parce que pour moi, il avait tout prévu. Si je dis pas bêtises, il me semble même que c'était dans une des previews des Sauveurs. Donc n'hésitez pas, si vous ne suivez pas leur chaîne, allez suivre les Sauveurs de la lutte. Mais il me semble que c'était sur leur chaîne où je parlais d'un éventuel face turn de Takeshita. Parce que je trouve que lui et Okada ont un peu un. En fait, ils ont un gros rôle, ils ont un rôle de porte-drapeau de la Callis Family aujourd'hui. Et Takeshita, en fait, il fonctionne avec le public. Dans tous les cas, le public le considère comme un face. Il cheer pour lui. Autant en profiter et de le balancer naturellement face. Pourquoi pas pour se diriger ensuite vers un Takeshita Okada. Moi, c'est un match qui peut me plaire. On a parlé pas mal des limites de Takeshita aussi quand on a parlé avec Sofiane du G1. Si vous n'avez pas écouté la vidéo, donc on a fait tout un débrief du G1, des phases de poule jusqu'à la finale, donc sur Squash FM, donc n'hésitez pas à aller voir. Je la mettrai probablement dans les recommandations de la fin de vidéo pour que vous puissiez aller écouter. Donc ouais, n'hésitez pas à aller regarder ça, c'est un format Squash FM où on prend notre temps pour parler du G1 et on parle effectivement assez longuement de Takeshita et de pourquoi nous on pense que c'est pas nécessairement une très bonne chose que Takeshita ait gagné. Mais voilà. Le match, en tout cas, lui, est sympa. Du côté de Dynamite, c'est un 4 contre 4 dans un format qui fonctionne bien. On a 8 excellents catcheurs sur le ring. Donc, forcément, ça donne un plutôt bon match. Et ouais, de toute façon, c'est un format qui fonctionne. Donc, c'est un format ultra dynamique où ça part bien. Il y a pas mal de petites histoires qui se racontent à gauche, à droite. C'était un match plaisant. Match plaisant, victoire de la Don Callis Family. Un peu, je pensais qu'ils allaient perdre du coup pour jouer un petit peu sur les tensions. Okada Takeshita, au final, Josh Alexander qui prend le pin. C'est bien qu'on n'oublie pas Alexander non plus parce que c'est un super catcheur. Et je pense que pour l'instant, il n'a pas encore eu trop l'occasion de briller du côté de l'élite. Donc ouais, j'espère qu'on va le voir un petit peu plus et que si départ de Takeshita il y a de la Don Callis Family, que ça puisse permettre de positionner Josh Alexander en potentiel numéro 2 par la suite. Adam Page qui arrive pour faire une promo, pour réagir à sa victoire contre MJF. Donc, promo de Babyface, hein, qui est bien suivi par le public, mais il dit pas non plus grand chose à l'intérieur, si ce n'est que voilà,
Maintenant qu'on sait qu'il ne peut pas cash-in son contrat et qu'il va être obligé, quand il veut utiliser, de l'annoncer à minimum une semaine en avance. Donc maintenant qu'on a cette information-là, il prévient, il dit le moment où tu signes ce contrat, tu te prépares à te faire botter les fesses par mois, donc choisis bien ton moment. Adam Page, du coup, se fait interrompre par Don Callis, qui vient l'interrompre et qui dit qu'il veut un shot un shot au titre pour un membre de sa famille, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que il n'y a pas eu de titre, le titre mondial n'a pas été dans les alentours de la Don Callis Family. Et ensuite, suite à ça, alors que la Don Callis Family vient attaquer Adam Page, Jet Speed vient de filer un coup de main, et Kenny Omega, pour une petite réunion entre Kenny et Adam Page, ils ne se sont malheureusement pas embrassés. On peut être déçu à ce niveau-là. Mais c'était un petit moment sympa de voir Omega et Adam Page sur le même ring et alliés pour cette fois-ci. Donc, moment cool. On enchaîne derrière avec un 3 contre 3 The Ops contre Ricochet et Gates of Agony. Sympa de continuer de voir The Ops sur le ring. C'est un truc que je reprochais un peu au titre trio depuis un moment, c'était on les voyait pas beaucoup. Là, on les voit déjà un peu plus. Les champions sont présents depuis quelques semaines. Et ça, c'est cool. J'espère que ça va continuer comme ça. Surtout que les matchs sont cool, quoi. Les matchs sont sympas. Il n'y a que des bons catcheurs dans The Ops. Et en plus, dans la division trio, il y a vraiment des catcheurs sympas. Le fait d'avoir positionné Ricochet et Gates of Agony ensemble, c'est cool. Parce que Gates of Agony, ils ont jamais autant brillé, jamais eu autant de temps d'antenne et jamais eu autant l'air cool que depuis qu'ils sont avec Ricochet. Donc ça fonctionne très bien. Victoire de The Ops grâce à une utilisateur loop d'MVP qui vient intervenir dans le match pour coûter la victoire à Ricochet et Gates of Agony. Un petit peu à charge de revanche de ce qui s'est passé à Forbidden Door. Où Gates of Agony et Ricochet ont coûté la victoire au Earth Syndicate. Et donc victoire de The Ops qui conserve les titres. Par la suite, on a eu une grosse bagarre entre Gates of Agony. Ça m'a fait un peu rire la façon dont ils ont laissé tomber Ricochet pour s'en prendre directement au Earth Syndicate. Et ce que je me suis noté à ce moment-là, je me disais que c'était cool pour Gates of Agony qui, maintenant, qui a vraiment l'air d'être une grosse équipe. Ils sont vraiment passés en à peine 2 mois du statut de équipe de bas de cartes dont personne n'a grand-chose à faire à d'un coup une équipe qui compte vraiment dans la division par équipe et dont on connaît les noms. Donc ça, c'est super plaisant, je trouve. Beau build. Et c'est ce que je reproche pas mal, parce que je parlais d'Alex Windsor, par exemple, ou de la division féminine tout à l'heure. Moi, c'est ce que je reproche de ce qu'ils n'arrivent pas à faire avec cette division féminine, où ils n'arrivent pas à installer naturellement des catcheuses. La division féminine, par exemple, ce qu'ils ont fait là avec Gates of Agony, où ça part de bas, ils mettent quelqu'un qui a une hype avec, ça monte tranquillement, et jusqu'à culminer déjà à un moment où les gens sont assez hype pour Gates of Agony, et ça marche bien, et ça marche très naturellement. Et c'est quelque chose qui, je trouve, qu'ils n'arrivent pas à faire avec la division féminine. Ils font systématiquement le même build pour cette division-là, alors que je pense qu'il y aurait plus intelligent à faire. Et on arrive déjà au main event, Darby Allin contre Claudio Castagnoli en False Count Anywhere. Le match était sympa. J'ai trouvé qu'il a peut-être tourné un peu court à un moment, mais en même temps, en fait, c'est un gros beatdown de Claudio sur Darby Allin. Darby Allin qui, forcément, vu qu'il adore se suicider, s'en prend plein la gueule. Il y a ce spot là qui est sur la capture d'écran assez incroyable où Claudio porte à bout de bras Darby Allin pour le balancer sur la table des commentateurs et qui réussit à faire fermer sa gueule à Excalibur. Et franchement, bravo. Je pense que c'est un spot qu'il faudrait refaire plusieurs fois par show. Mais moi, du coup, ce qui m'a fait un peu de mal dans ce match-là, c'est que, du coup, pour moi, c'est vraiment Claudio qui a brillé. Ici. Et certes, ça permet de montrer que Darby, c'est un face résilient, qu'il est capable de choper une victoire, même dans des matchs où il est pas à son avantage. Mais ça m'a rappelé à quel point j'adorais Claudio Castagnoli. Et à quel point j'aurais envie qu'il fasse plus aujourd'hui. Et c'est vrai que peut-être que moi, mon train Darby, il est peut-être un peu passé. Alors on va voir pour les semaines à venir, etc. Mais peut-être que le train, il aurait dû venir plus tôt et que ce passage vers le Mont Everest, il m'a peut-être cassé mon rythme pour vraiment soutenir à fond Darby Allin. Et là, aujourd'hui,
Pour le match Moxley-Darby Allin, je pense que j'ai presque plus envie de voir gagner Moxley. Ce qui est peut-être pas normal au vu de comment c'est build. Et je me demande un peu si c'est pas la même chose pour un peu tout le monde. Est-ce qu'on a encore une hype pour Darby Allin aujourd'hui? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça c'est un truc qui peut m'intéresser parce que moi pour le coup j'ai du mal à me réjouir de voir Darby Allin. Alors j'aime quand il est dans des matchs un peu comme ça, etc. Parce qu'il y a des spots intéressants, on sait qu'il va subir des trucs assez incroyables. Mais une run solo de Darby Allin, ça me ça me chauffe pas plus que ça au final. Est-ce que j'ai envie de le voir dans un rôle supérieur à celui de Hardcore Monkey qui se prend des spots dégueulasses en permanence? Et, moi, ça me va très bien s'il reste dans ce spot-là et qu'on le voit une fois par mois se prendre des bumps hallucinants, quoi. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire si vous avez plus d'attentes que moi envers Darby Allin. Je serais assez curieux. Après le match, d'ailleurs, on a Gabe Kidd et Moxley qui viennent s'en prendre à Darby. Mais voilà, Darby Allin qui parvient à s'échapper et le match et le show se termine là-dessus avec les Death Riders qui pourchassent Darby qui s'est enfui. C'était un show qui était plutôt sympa. J'ai trouvé que la fin tombait un peu bizarrement avec un peu cette espèce de mini course poursuite et les Death Riders qui ragent. Et du coup, on voit même pas Darby célébrer sa victoire. Mais pourquoi pas? Euh, le show est cool, c'est un bon build. Pour l'instant, on m'emmène bien vers quoi on veut m'emmener. Donc ouais, curieux de savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. Sur un peu de transition pour post Forbidden Door, mais ouais, on sent que maintenant que Forbidden Door est passé, All Elite est un peu libéré d'un poids au final. De faire un show interbrand, etc. Et d'essayer de satisfaire les gens, alors qu'il y a beaucoup de catcheurs pas disponibles du côté de NJPW, tout ça. Là maintenant, ils peuvent se construire autour d'eux-mêmes et on sent que le booking est quand même un peu plus libéré. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Donc ouais, j'aime bien l'épisode. J'aime bien la direction que ça prend. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager comme d'habitude. Je remercie ceux qui m'ont écouté de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine.